Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Alors tout d'abord en préambule, je voudrais dire que la semaine dernière, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais nous avons réalisé un live, le premier live de la chaîne, avec en présence de Charles et d'Emmanuel. Donc c'était une FAQ, une foire aux questions. Alors c'était assez stressant en termes d'organisation, mais ça s'est très bien passé, on est très content. Donc on a fait un live d'1h15. Il est disponible sur la chaîne, vous ne le voyez peut-être pas quand vous allez sur la chaîne parce que YouTube distingue les vidéos des vidéos en direct. Donc il faut aller dans la rubrique vidéo en direct et vous verrez une seule vidéo. Il s'agit donc de celle-là, donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la rattraper. Donc d'abord ça, ensuite... Ne posez pas de questions parce que c'est plus en live. Hein. Alors effectivement, oui, c'est en live, ça a été en live à un moment, ça ne l'est plus. Faut Donc, le dire. voilà, éventuellement peut-être on en refera, donc connectez-vous à ce moment-là. Mais effectivement là on risque pas de répondre à des questions a posteriori. Voilà. Deuxième chose, je tiens à dire, parce que je dis à chaque fois en fin d'émission, mais en fin d'émission il y a toujours 10 ou 20% des gens qui sont là. Donc là, comme j'ai l'attention de tout le monde, c'est parfait. Bien sûr, le livre de Charles est toujours en vente, hein, donc sur le site de son éditeur, Pierre de Taillac. Sur Amazon aussi, vous pouvez le commander à la Fnac. Enfin voilà, à chaque fois je mets un lien dans la description pour permettre de le commander. Donc voilà, si jamais vous l'avez encore zappé, il est toujours là. Et puis il y a Causeur cette semaine. Et puis bien sûr il y a Causeur cette semaine où ils expliquent que je suis l'économiste du peuple. Tout à fait. Je suis très fier. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pense qu'en termes de popularité, je parle pas de notoriété, c'est-à-dire par le biais des j'essaye de journaux, parler etc. au peuple. J'essaye de parler aux gens qui en ont besoin. Je pense que vous êtes l'économiste en France qui spontanément est le plus populaire. Oui, je pense. Ils comprennent ce que je dis. Oui, ça se voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ça se voit. Après, je suis très content. Vous n'êtes pas nécessairement le plus connu si on pense à des Piketty, etc. Mais Piketty, c'est plus un économiste justement de médias. Je ne sais pas s'il est très populaire. Alors que oui, je pense que s'il y a un économiste du peuple en France, j'imagine que c'est vous. Je suis très content. Donc voilà, effectivement, vous pouvez aussi foncer, aller acheter Causeur, donc qui parle de Charles. Le premier sujet que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est la réélection de Nayib Bukele, donc Nayib Bukele qui est le président du Salvador, hein, ce petit pays d'Amérique centrale. On en avait déjà parlé dans quelques émissions précédemment. Si jamais vous ne les avez pas écoutées, il s'agit d'un président qui a violemment combattu le trafic de drogue, tous les cartels au Salvador, donc ce qui n'était pas du tout le cas avant, puisque c'est quand même un endroit du monde où la corruption est la norme dans les instances politiques. Et lui, il a vraiment combattu ça. Il a mis tout le monde en tôle, non ? Alors, il a mis énormément de gens en prison, c'est clair. Et depuis, la criminalité a baissé. Alors, faut dire que oui, ça a eu des résultats très très concrets. Attendez une seconde là, mais est-ce que c'est pas contre ce que nous enseigne la sociologie ? Alors si. Dans nos universités, on nous enseigne que mettre les gens en prison, ça ne fait qu'entretenir la criminalité. Oui, et on nous apprend effectivement que la violence éventuelle du gouvernement, de l'État, engendre la violence dans la société. Évidemment, ce n'est pas vrai. C'est peut-être vrai en Amérique latine, mais pas chez nous. Oui, alors oui, peut-être. Ils sont des gens différents. Comment ils peuvent expliquer ça, mais enfin, c'est sûr, la criminalité a été mais je suis déçu par facteur 17. Je suis déçu. Vous voulez dire que le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas assez de prison, quoi. Oui, tout à fait. On a trop de criminels et pas assez de prison. En fait, ça peut paraître idiot, mais il y a des solutions simples à des problèmes tout à fait concrets. Et ça marche. La police, une justice qui met les criminels en prison. Ouais. En fait, ça marche. Règle une partie des... C'est curieux. C'était ce que disaient des économistes très connus du public choice aux États-Unis, Gary Becker, etc., qui avaient montré que la criminalité augmentait quand le fond, ça payait d'être un criminel. Ouais. Si la rentabilité est supérieure au coût, la criminalité augmentait. Donc, tu voulais dire que si on a beaucoup de criminalité en France, c'est que ça paye d'être un criminel. Oui.
Vous pensez mal. Justement, on en parlait juste avant l'émission. Vous pensez mal. Un type comme Bertrand Cantat, qui se rend coupable d'homicide, prend 8 ans de prison. On sort au bout de 6. Enfin, voilà, c'est totalement risible, en fait. Les peines de prison Il recommence à chanter. Il recommence à chanter, il sort un nouvel album et il est en une des Inrecuptibles. Donc oui, c'est sûr, on peut dire qu'en France, le crime paye pour la plupart des gens. Et évidemment, du coup, le trafic de drogue encore plus. Alors, attends une seconde, si le crime paye, parce que vous êtes en train de suggérer aussi de façon épouvantable, c'est que dans le fond, être honnête, ça paye pas. Oui, c'est sûr, l'honnêteté n'est pas récompensée. Je voulais dire que ça expliquerait pourquoi on a tous ces gens au pouvoir, alors. Oui, potentiellement, oui. Bah, évidemment, si le crime paye et que l'honnêteté ne paye pas, ça explique le gouvernement. Bah c'est sûr que ça incite au mensonge, à la manipulation, tout ça. Oui, c'est sûr, on n'est pas incité à dire la vérité. Vous n'êtes pas récompensé à dire ce que vous pensez réellement, à dire ce que vous pensez vrai. Donc oui, forcément, ça n'aide pas à avoir des gens particulièrement honnêtes au sommet de la société. Il faut qu'on arrête parce qu'on va être censuré par YouTube. Oui, bah justement, on va revenir un peu au sujet de base. Mais donc, pour dire, le Salvador, c'était quand même une référence de la criminalité, dans le sens où c'était... il a suffi d'une volonté politique pour que tout change. Ouais, c'est en très peu de temps. Et en très peu de temps, il avait déjà été élu au premier tour, mais à 53-54% des voix, je crois. Donc de manière assez courte, même si bon, élu au premier tour, c'est quand même la classe. Et il a eu un élan supplémentaire de popularité depuis qu'il est au pouvoir, parce qu'en fait il met en application ce qu'il prône. C'est-à-dire que peut-être, j'imagine, tout un tas de gens pensaient qu'il n'allait pas du tout appliquer ce qu'il pensait. Mais si. Et donc aujourd'hui il y a énormément de gens qui sont en prison. Je sais pas, pour être honnête, je ne sais pas si la société du Salvador est totalement pacifiée, mais enfin c'est sûr que le taux de criminalité a quand même énormément baissé. Aujourd'hui ça fait partie des États les plus sûrs d'Amérique latine, alors que auparavant c'était l'État justement où il y avait le plus de criminalité par habitant. Donc c'est sûr, les résultats sont assez impressionnants. Il a été élu avec quel pourcentage ? 83% des voix. Il a été élu il y a quelques jours, la semaine dernière, donc avec 83% des voix dès le premier tour. Qu'est-ce qu'on pense Libération ? Je sais pas si Libération en a parlé. J'imagine que Libération nous parlerait d'un dictateur. J'imagine que Libération nous parlerait d'un dictateur d'extrême droite qui plus est. Mais un dictateur élu, c'est pas un peu contradictoire, ça ? Bah après, ça dépend comment on compte les votes. Hein. Moi, je sais pas. Ça se trouve, et qui compte les votes ? Voilà, qui compte les votes, oui, c'est sûr. Donc moi, pour être extrêmement honnête, je ne sais pas si le Salvador est une démocratie au sens où on l'entend chez nous. Mais enfin, il y a quand même des élections. Il a été élu une première fois, il a été élu une seconde fois. Je pense qu'il est quand même très populaire. D'ailleurs, il est très populaire dans d'autres pays d'Amérique latine aussi, puisque c'est des pays qui souvent souffrent des mêmes problèmes. Hein. Les cartels, les trafics de drogue, etc. C'est la même chose au Mexique, en Colombie, dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc forcément, ils ont envie d'avoir la même chose que le Salvador. Alors le Salvador, c'est un pays vraiment très petit avec une population pas très élevée. Donc forcément, c'est peut-être plus facile dans un petit pays comme ça qu'au Mexique, peut-être de contrôler le trafic de drogue. Mais enfin, en attendant, s'il y a de la volonté politique, on va quand même quelque part. Et en fait, tous les habitants de ces pays-là, enfin une majorité en tout cas, je pense, voudraient avoir un chef d'État qui ait la même politique. C'est-à-dire une politique d'emprisonnement vraiment assez répressive. Et ensuite, je me pose la question, parce que malgré tout, il semblerait qu'il y ait environ 8% des personnes emprisonnées qui n'ont rien à faire en prison. Alors j'ai envie de dire, c'est un peu le prix à payer pour avoir une politique carcérale aussi répressive. Bah forcément, si on veut mettre tous les criminels en prison très rapidement sans avoir énormément de recours juridictionnels, forcément vous allez avoir aussi des innocents qui sont en prison. C'est un peu le revers de la médaille. D'ailleurs c'est aussi une vision générale de la justice qu'on peut avoir, et une différence entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que la droite va préférer peut-être mettre
quelques innocents en prison au risque d'avoir, enfin juste pour avoir une société complètement pacifiée, alors que la gauche va préférer mettre personne en prison, surtout pas d'innocents, mais ça veut dire que des criminels sont aussi en liberté. Donc forcément, voilà. Vous connaissez l'histoire du roi Salomon? Dites-la moi. Ben, je vais vous le raconter. C'est le roi Salomon visite les prisons de son royaume d'Israël et il croise un certain nombre de détenus qui lui disent « Sire, je suis innocent ». Puis il y en a un qui est là. Et le roi lui dit « Alors toi, tu es innocent ?» Il dit « Non, non, sire, moi, j'ai fait une saloperie, je suis en prison, j'ai que ce mérite. » Et alors, le roi Salomon le regarde et dit « Libérez cette crapule qui pourrait contaminer tous ces innocents. » Voilà, je trouve cette histoire très belle parce que ça prouve, si vous voulez, que ce qui compte, c'est, une fois que vous êtes en prison, c'est d'accepter que vous êtes en prison pour la bonne raison, de façon à vous améliorer. Parce que le rôle de la prison, c'est pas simplement de vous empêcher de faire des crimes, c'est aussi que vous reveniez sur vous-même et que vous décidiez de ne plus recommencer. Et donc, tout ce que j'espère, c'est que ces 8% qui sont en prison alors qu'ils ne devraient pas y être, quand ils seront libérés, en espérant qu'ils seront libérés, se diront peut-être, il faut peut-être pas que je fasse d'ânerie pour pas y retourner, quoi. Oui, bah, c'est sûr. Donc déjà, il n'y a pas que des... Voilà. Ouais. C'est pas que je soutiens qu'il faut mettre des... Mais c'est la différence entre les sociétés confucéennes et les sociétés chrétiennes. Les sociétés confucéennes, s'il faut mettre 10% de la population en prison pour éviter qu'il y ait des crimes, même s'il y a un tas d'innocents dedans, ils le feront quand même. Parce que pour eux, le but essentiel, c'est que la société soit stable. Nous, le but essentiel, c'est qu'on évite qu'il y ait un innocent qui soit condamné. C'est deux façons de voir le monde. Ouais, oui, c'est vrai. Enfin, du coup, on ne sait pas tellement ce qui va advenir de ces personnes qui sont en prison, sans doute pour des mauvaises raisons. Il faut sans doute espérer qu'ils seront libérés. Après, c'est sûr, il y a innocence et innocence, c'est-à-dire que peut-être qu'en soi, ils n'ont jamais rien fait de répréhensible vis-à-vis de la loi, mais peut-être qu'ils ont été assimilés peut-être comme trafiquants de drogue parce qu'ils avaient des amis qui étaient dans le trafic. Ça peut totalement être des trucs comme ça, où voilà, on a des enquêtes, j'imagine, faites un peu à la va-vite, où on se dit un tel traîne avec des trafiquants de drogue, donc c'est forcément un trafiquant de drogue aussi, pas forcément. Méfiez-vous des gens que vous voyez. Après, voilà, faut aussi mieux choisir son entourage, j'ai presque envie de dire. Ça mérite pas la prison, mais enfin, ça mérite quand même peut-être une réflexion et une correction vis-à-vis de son entourage. Donc voilà, je ne sais pas exactement quel va être le projet de ce second mandat, puisque quelque part, il a fait ce pourquoi il avait été élu, déjà. Donc, est-ce que, selon vous, il faut poursuivre cette politique assez répressive ? Il a mis la moitié des gars en tôle qui devaient y être, ou la totalité des gars qui devaient y être, il n'y a pas de raison. Il va peut-être pouvoir s'occuper de choses intéressantes comme l'éducation, par exemple, ou les infrastructures, ou... je sais pas, il y a des tas de choses dont un gouvernement peut s'occuper, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut rien faire s'il n'y a pas la paix civile. Ouais. S'il y a une criminalité, on ne peut rien faire. Donc c'est tout le problème du Mexique à l'heure actuelle, qui marche plutôt bien, mais vous avez une criminalité qui est complètement débridée dans certaines régions. Ce qui fait que du coup, vous avez toute une série de régions du Mexique où vous ne pouvez plus aller, ce qui est très dommage, parce que c'est un très beau pays, très sympathique. Ouais, j'aime bien le Mexique. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et comment dire, je pense Donc le premier devoir de l'État, c'est la paix civile, la sûreté des biens et des personnes. Une fois qu'il a fait ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Une fois qu'il a fait ça, à ce moment-là, on verra s'il a d'autres idées. Mais en tout cas, le socle premier, c'est la paix civile. Déjà, je pense que il doit avoir une sorte d'objectif, ce président, c'est de rendre aussi son pays attrayant pour de la clientèle étrangère. À mon avis, il a envie d'être bien vu et d'avoir des touristes étrangers assez fortunés qui viennent séjourner dans son pays, voire qui viennent y travailler, pourquoi pas. Je pense que ça doit être un pays aussi très joli, mais qu'on n'a pas forcément envie de visiter parce qu'il a cette sale réputation d'être un pays dans lequel on peut terminer dans un état dans lequel on ne souhaite pas être. Il y en a pas mal de ces pays qui sont très sympas par là-bas. Oui, voilà, donc c'est à côté du Nicaragua. C'est moins bien.
Oui, ça c'est un peu... Ça, Ouais. il y a une criminalité d'État là-bas, c'est autre chose. Ça. Mais ouais, c'est comme... je pense qu'il a envie d'être peut-être un peu comme Belize, j'en sais rien, peut-être une destination touristique assez prisée. Et pour avoir ça, il doit forcément pacifier son pays. Et donc, je pense que c'est un objectif qui recherche. Déjà, il y a aussi cette expérience qui devrait pouvoir se dérouler dans ce pays que je trouve intéressante, même si elle est sûrement très critiquable, qui est l'expérience d'une ville du Bitcoin, où tout serait payé en Bitcoin. Donc là, j'imagine que voilà, il a envie d'avoir c'est vrai, il avait lancé ça aussi. Ouais. Ouais, voilà, donc là, on vise totalement les techno-geeks du monde entier, les mecs, les boursicoteurs de Bitcoin qui devraient du coup peut-être prendre une chambre d'hôtel de temps en temps dans cette ville du Bitcoin. Voilà, je sais pas si ce sera une expérience concluante, mais enfin en tout cas je la trouve assez intéressante. Donc voilà, pour cette élection, c'est quand même assez rare de voir des mecs élus au premier tour dans des élections comme ça, quand les élections sont pas directement truquées en tout cas. Et ça fait plaisir de voir un type qui est élu, qui fait ce pourquoi il a été élu, et qui devient encore plus populaire au fur et à mesure de l'exercice de son mandat, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Hein. On est populaire vite fait au début parce qu'on est en état de grâce, et puis plus on exerce le pouvoir, plus on est impopulaire. C'est en tout cas la norme dans nos pays en général, en Europe et en Occident de manière générale. Le sujet suivant que je voudrais évoquer, c'est quand même la hausse assez incompréhensible à venir des tarifs du gaz. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, c'est-à-dire que Emmanuel Vargon, donc, qui est secrétaire d'État au ministre de la Transition écologique, nous a dit qu'au 1er juillet, les tarifs du gaz allaient augmenter de 5 à 10% environ. Et elle nous a dit, c'est encore plus incompréhensible, que cette augmentation était due à la baisse de la consommation. C'est-à-dire qu'il faut entretenir le réseau de distribution du gaz. Pour ça, ça a un coût. Et en gros, ça veut dire qu'il faut avoir autant de rentrées d'argent, quel que soit le niveau de la consommation. Donc ça veut dire qu'on demande aux gens de consommer moins d'énergie. On leur demande aussi de refaire l'isolation de chez eux pour moins consommer. Et ensuite, quand ils le font et qu'ils consomment moins, eh ben, ils doivent payer plus. Donc ils ne sont même pas récompensés pour leurs efforts. Enfin, je trouve ça quand même totalement lunaire. Bah, ça veut dire que j'en sais rien. La seule explication que je peux donner rationnelle, si toutefois il y en a une, c'est que les coûts fixes sont extrêmement élevés. Donc si les coûts fixes sont extrêmement élevés et que la consommation de gaz est faible, bah, il est évident que si vous baissez votre consommation, il va falloir répartir les coûts fixes sur moins de gaz, donc le prix du gaz va augmenter. Mais à ce moment-là, c'est la seule explication logique que je peux trouver à ça. Mais c'est complètement idiot. Quoi. À ce moment-là, il ne faut pas utiliser de gaz. Quoi. Oui, alors ça veut dire que notre système de gaz est complètement surdimensionné. Il faut en fermer la moitié qui ne sert à rien. J'en sais rien, mais ça veut dire que des coûts fixes qui bouffent tous les produits des ventes, ça ne sert à rien. Quoi. C'est comme... Oui, c'est clair. Et puis, oui, ça veut dire que c'est une activité... c'est pas rentable, il faut la fermer. Voilà, c'est ça. Surtout dans la mesure où on dit que d'ici quelques années, en fait, il va falloir s'habituer à dépenser moins d'énergie, à moins se chauffer, etc. On va dire, mais pourquoi faire, puisque de toute façon, on va payer autant. C'est l'idée. Si vous continuez à monter le prix de l'énergie, vous continuerez à forcer les gens à ne pas en consommer de moins en moins. Donc ça, c'est autre chose. À ce moment-là, ça veut dire que la part qui ira à l'État dans le gaz sera de plus en plus élevée. C'est-à-dire que c'est une façon... En fait, si c'est votre explication, ça veut dire que c'est une augmentation des impôts sur le gaz. Ouais. C'est tout. Oui, indirectement, ouais, tout à fait. Non, mais directement, je ne sais pas indirectement, c'est complètement indirectement. Là. Rien d'indirect, là, pas. On vous en met plein la gueule parce qu'on ne veut pas que vous en preniez, donc ça va. C'est possible. Non, mais en plus de ça, on ne nous a pas précisé à quelle hauteur, mais il y a une partie de cette augmentation, ça ce n'est pas dit aussi, qui va servir à la transition énergétique, c'est-à-dire pour financer les infrastructures de biométhane. Donc gaz, c'est un autre type de gaz qui serait a priori plus respectueux de l'environnement, je ne sais pas. Mais enfin, c'est aussi utilisé pour ça. Donc
Enfin, c'est quand même assez lunaire parce que donc, cette femme, Emmanuelle Vargon, nous dit quand même c'est une bonne nouvelle que la consommation baisse. Elle nous dit c'est bien pour la planète, c'est bien aussi pour le pouvoir d'achat. Bah non, puisque de toute façon, si vous dépensez 10% de gaz en moins, vous le payez 10% plus cher, donc à la fin ça revient au même. Parce qu'on consomme moins, mais comme on a toujours autant besoin des tuyaux et qu'on a la même exigence de qualité et de sécurité, si on répartit les dépenses d'utilisation du réseau sur moins de consommation, forcément consommateur par consommateur, ça fait un tout petit peu plus. Oui, mais du coup, enfin, je veux dire, faut fermer le réseau de gaz, c'est-à-dire au moins dire voilà, on va passer à autre chose parce que en fait, à long terme, si vous consommez 40% de moins, vous allez quand même. C'est-à-dire que le truc ultime, c'est que le prix deviendra infini. Quand personne ne prendra plus de gaz. Quoi. Oui, voilà, s'il reste un consommateur de gaz, c'est comme il va devoir assurer à lui tout seul tout l'entretien du réseau. Comme dans les hôpitaux, si vous voulez, le but, c'est qu'on n'ait plus ni malade ni de médecin, juste du personnel administratif qui font passer des papiers d'un service à l'autre. Quoi. Mais on n'a plus de donc c'est vraiment le but ultime du socialisme, c'est d'arriver au machin où il n'y a plus de consommateurs, mais où on paye quand même. Quoi. Ouais. Mais c'est la justice sociale. Oui. Et c'est bien pour c'est bien pour l'environnement parce que comme on crève tous de faim, la planète va survivre. Voilà. C'est bien votre truc. Voilà, le projet c'est plutôt de crever de froid dans un premier temps. Mais on va crever de faim aussi, on en a parlé la semaine dernière avec l'agriculture. L'objectif c'est quand même de crever de faim et de manger éventuellement... manger des sauterelles. Ouais, 500 calories de sauterelles par jour et voilà, et vous serez heureux. Remarquez qu'on se sautera. Ouais, j'imagine que le record du monde de saut à la perche, je sais pas quoi, va être battu facilement. Bah, avec toutes ces sauterelles qu'on va bouffer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer cette info, je voulais pas en parler parce que c'est pas vraiment une info politique, mais il y a un type d'ailleurs très intéressant qui s'appelle Peter Thiel, qui avait été un cofondateur de PayPal avec Musk et tout, qui est un philanthrope, un milliardaire américain, philanthrope. C'est un des rares de droite. Tout à fait de droite, mais alors vraiment pas à moitié. Et lui, il propose un truc. Il voudrait financer des Jeux Olympiques de mecs tous dopés. Donc peut-être que effectivement, on aurait le droit de se doper. Voilà, on aurait le droit de se doper. Il n'y a pas de test antidopage. Ceci dit, moi, ça me gênerait pas des masses. Parce que maintenant on arrive. C'est très difficile de savoir. Par exemple, dans le temps, il y avait des coureurs finlandais qui allaient, je sais pas quoi, qui allaient se foutre à la montagne pendant 3 mois, et puis on leur prenait leur sang, et puis on les ramenait au niveau de la mer, puis juste avant la course, on leur refilait une petite dose de leur sang, qui était plein d'oxygène, et ils galopaient comme des lapins, et ils gagnaient toutes les courses. Alors, est-ce que c'était du dopage? Est-ce que c'était pas du dopage? C'est pas du dopage. Techniquement, c'était une façon, mais c'était difficile à déceler, parce qu'il y avait... c'est sûr, c'est pas naturel, mais je compte pas ça comme du dopage. Tout ça est très compliqué parce que le coup de schnapps, moi qui ai beaucoup joué au tennis quand j'étais jeune, si vous voulez, dans des interclubs qui étaient quand même dans le sud-ouest, donc on allait déjeuner à midi et il y avait pas que de la salade et du steak, c'était... quand on venait rejouer les doubles pour l'après-midi, on était tous dopés à mort. C'était... avec le pinard local, quoi. Donc il y avait des coups qui étaient inhabituels, quoi. Mais oui, donc si vous voulez, où est-ce que s'arrête le dopage? Est-ce que c'est sûr. Et puis, avec l'alcool, on sent moins la douleur physique aussi de et puis on enlève les inhibitions, donc on va tenter des coups qu'on n'essaierait pas. C'est ça, oui, ça donne beaucoup plus de confiance en soi. C'est vrai. Souplesse. On pourrait considérer ça comme du dopage. De toute façon, toutes les organisations antidopage n'ont pas les mêmes listes de produits interdit. Le Châteauneuf du Pape est-il un dopant? C'est une question intéressante. C'est une question, c'est sujet à interprétation. C'est comme j'avais lu Astérix aux Jeux Olympiques, en fait, la potion magique était-ce du dopage? Oui, on peut considérer que c'était du dopage. Donc vous avez toute une série de questions comme ça qui sont très importantes. Et après tout, faire des Jeux Olympiques des gars qui sont prêts à se faire péter la cervelle et tout pour gagner...
Moi, je trouve ça totalement divertissant. Ouais, et puis on battrait des records, là. Hein. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est aussi un peu ça. Il y a certaines disciplines dans lesquelles on a de plus en plus de mal à passer des records parce que les performances sont tellement incroyables. On ne sait pas combien de temps il faudra encore pour dépasser, je sais pas, le record du Usain Bolt au 100 mètres. Ça va être dur. Hein. Je crois que c'est 9,58. Oui, c'est ça, ouais, 9,58. Et on n'est pas du tout prêt de le redépasser. Donc on là. en a un deuxième. Là, Puis il y a le record du 400 mètres féminin qui avait été fait par, attendez, une Tchèque, je crois, dans les années 65 ou 70. Une femme tchèque. On est encore à... Personne donc c'était probablement à la version un peu d'hormones masculines. Ça. Ouais, oui, c'est tout à fait. Donc il y a aussi ça aussi. Les records féminins, c'est autre chose. Oui, et puis on ne sait pas combien de records des Jeux Olympiques qui sont censés être sans dopage ont été faits avec du dopage aussi. Donc c'est aussi ça. Si on a des Jeux Olympiques officiellement, c'est que nos gouvernements ne sont pas dopés. Non, ou alors je sais pas, ils ont des substances que je connais pas. Mais non, mais ce qui est certain, c'est compte tenu des résultats, comme on est les derniers, je sais pas ce qu'ils ont pris comme dopant, mais c'est pas bien. Ouais. On peut pas faire plus mal que quoi. Oui, je sais pas non plus. Mais enfin, du coup, ce serait rigolo si on a des Jeux Olympiques officiellement dopés et qu'il y a des records qui bougent pas. Ça veut dire que peut-être les mecs qui se sont pas dopés, à mon avis, ils l'étaient quand même. Hein. Voilà, ça pourra peut-être lever un voile sur certaines questions de ce genre. Enfin voilà, ça c'est sujet un peu à part. Donc voilà, je vous l'annonce, le prix du gaz va encore augmenter, donc 1er juillet, a priori 5 à 10%. Donc vous n'êtes pas du tout récompensé de vos efforts si jamais vous consommez un peu moins, au contraire même. Ensuite, cette année, nous allons avoir des élections. Alors, on n'a pas encore la date, mais en Angleterre. Ouais. Élection générale anglaise. Donc, c'est une élection, je crois, qui est très difficile à vivre pour les conservateurs. D'ailleurs, et pour de bonnes raisons. L'idée de ce sujet m'a été soufflée par un journaliste anglais qui écrit sur cette plateforme Unheard. Oui, c'est très bien. Voilà, je crois que c'est Paul Marshall qui est derrière. C'est ça. Donc avec un type qui explique qu'en fait, il souhaite carrément une défaite du Parti conservateur, alors qu'il est conservateur lui-même, mais parce que précisément, le Parti conservateur ne tient pas les positions que selon lui, il est censé tenir. Il ne tient pas du tout ses promesses, et donc en fait il faut quelque part une défaite tellement cinglante que ça va obliger le Parti conservateur à se reformer totalement en profondeur. D'ailleurs, il explique dans son article, je trouve ça très intéressant, que donc il y a déjà des sondages évidemment qui parlent de ces élections générales, dans lesquels les conservateurs sont totalement à l'ouest. Hein. Ils vont peut-être se prendre la plus grosse défaite de leur histoire. On risque d'avoir une chambre très très rouge. Et ces sondages expliquent que Nigel Farage, s'il était le candidat donc pour être Premier ministre du Parti conservateur, serait en fait beaucoup plus populaire que n'importe quel candidat du Parti conservateur. C'est exactement. Alors, donc, la question intéressante en Angleterre, c'est est-ce que Nigel Farage va créer un parti, et est-ce que ce parti va être un troisième parti? C'est-à-dire que Nigel Farage dira, écoutez, moi je suis le vrai conservateur. Ouais. Là, vous avez eu une série de corneaux qui arrivaient de Eton, qui étaient des bobos à la noix qui vous ont cassé les pieds. Je les ai fait gagner la dernière fois, parce que c'est Nigel Farage qui les avait fait gagner en retirant tous ses candidats dans le nord industriel qui avait fait élire les conservateurs. Et à ce moment-là, ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas du tout si ça va se passer, mais on pourrait avoir des élections triangulaires. Ouais. Et Nigel Farage, c'est le conservateur britannique qui a souvent été au pouvoir. C'était le type qui était d'un milieu aristocratique, qui avait des terres quelque part par là-bas et qui était élu, qui représentait un peu l'aristocratie terrienne. Et là-dessus, c'est branché ce qu'on appelle en Angleterre les professions, c'est-à-dire les avocats, les docteurs, tout ce qui était... les gars qui travaillent dans la City. Et il n'en reste pas moins que sur ce monde, pour la cause de la structure du parti, les propriétaires terriens ont gardé la prééminence dans le choix
crois que la moitié des premiers ministres anglais depuis 2 siècles sont tous passés à Eton. Ouais, donc oui, c'était vraiment le même groupe, quoi. Et la question, c'est que si Farage crée un parti, ça sera le parti des professionals, en quelque sorte des héritiers de Mme Thatcher. Parce que Mme Thatcher, elle a gouverné aussi contre cette aristocratie terrienne qui ne pouvait pas la blairer. Hein. Donc si on a un parti comme ça qui représente un peu le centre travailleur de l'Angleterre, industriel, commercial, financier de l'Angleterre, et si on a ensuite les diplodocus du Parti travailliste et les diplodocus du Parti conservateur, je ne suis pas du tout certain, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner les résultats, parce que là, on sait que si les conservateurs vont contre les travaillistes, ils vont se faire ramasser. Ça va être un désastre. Ah oui, c'est sûr. Mais quel que soit... Là, si c'est Farage, les conservateurs et les travaillistes, Farage peut arriver à un résultat qui serait que le Parti conservateur historique disparaît. Un peu comme ça s'est passé au Canada dans des circonstances similaires. C'est-à-dire il passe de 250 députés à 0. Et à ce moment-là, il n'y a plus de parti, il n'y a plus rien. Ils ferment la boîte, ils rendent la clé et puis ils s'en vont, quoi. Et ça, c'est pas totalement impossible. Et Farage est un type que les Anglais bien élevés détestent. Mais quand il passe dans la rue, les gens lui donnent des grandes claques dans le dos parce qu'ils le sentent anglais. Alors qu'un type comme Boris Johnson, qui était un type assez sympa, rigolo, qui faisait l'andouille, il a trahi de façon absolument épouvantable, quoi. Il est tombé du côté vaccin, il est tombé du côté bobo, il est tombé du côté on va tous mourir de froid, de faim, de chaud et de je sais pas quoi. Donc Boris Johnson, il a trahi, et ensuite il a entraîné avec lui tout le... Et puis il y a toute une partie du Parti conservateur qui était chargée de sortir de l'Europe et qui ont tout fait pour sortir le moins possible, on sort mais on sort pas, etc. Donc ils ont trahi aussi le Brexit. Donc le Parti conservateur, à mon avis, enfin je sais pas, je l'espère en tout cas, a toutes les raisons de disparaître. Ouais. Et c'est une très bonne chose. Et ce serait une très bonne chose, mais je suis pas certain que ça veut dire que les travaillistes vont gagner. Parce que si Farage arrive, lui, il peut gagner. Alors effectivement, c'est sûr, ça met une énorme inconnue dans l'équation. Faut rappeler quand même que... Alors c'est très difficile de s'imposer à ces élections-là. Non, parce que c'est au premier tour. À cause de la nature même de l'élection. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, il y a un peu plus de 600 constituencies, c'est-à-dire circonscriptions sur tout le Royaume-Uni. Et en gros, c'est au premier tour, winner takes all. Donc vous arrivez, je sais pas, vous avez 33% et le mec d'après il a 31%. C'est vous qui remportez la constitution, enfin la circonscription. Il n'y a pas de deuxième tour. Et donc ça veut dire, en fait, à chaque fois, c'est un mode de scrutin qui favorise un bipartisme. Donc avec le Labour d'un côté à gauche, les conservateurs à droite. Et puis ensuite il y a des partis plus indépendantistes. Donc par exemple en Écosse, il y en a, ou au Pays de Galles, il y en a comme ça, donc, mais c'est pas des... Ils font pas la différence. Voilà. De toute façon, le vote anglais, vous avez l'Angleterre et vous avez le Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni, vous rajoutez l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Écosse, mais je crois que ça doit faire 20 ou 25% des voix. Le cœur du vote en Grande-Bretagne, c'est le vote anglais. Tout à fait, absolument, c'est sûr. C'est l'Angleterre qui vote sur elle-même, si je veux dire. Voilà, c'est sûr, il y a une grosse dominante anglaise. Donc là, je sais pas. Pour moi, ça va être intéressant parce que faut pas oublier que dans le passé, ce qu'on appelait les libéraux ont été complètement balayés par les travaillistes. Dans le temps, il y avait les libéraux et les conservateurs. Ouais. Et puis jusqu'au vers 1910 à peu près. Et puis les libéraux, qui représentaient un peu à la gauche, ont été complètement balayés, et il en reste maintenant quelques-uns qui se font élire de temps en temps, mais enfin, c'est pas. Donc il n'est pas impossible que nous arrivions à un moment dans l'histoire britannique où il faut qu'à la fois les conservateurs et à la fois les travaillistes disparaissent tous les deux, parce qu'ils sont tous les deux représentants d'une Angleterre qui n'existe plus. Ça serait assez marrant, parce que si les travaillistes n'y arrivent pas cette fois-ci, ils n'y arriveront jamais. Ouais. Et puis, c'est sûr, Nigel Farage, alors il est très populaire déjà dans l'électorat conservateur. C'est un électorat qui... Dans l'économie populaire aussi, parce que tout le nord industriel de l'Angleterre votait pour lui. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, faut quand même rappeler... Boris Johnson à l'élection, c'était en 2019 il me semble, et alors déjà c'était une élection qui avait été remportée de manière absolument triomphale par les conservateurs. À cause de Farage. Justement grâce à Farage, parce que Johnson a totalement bénéficié de la dynamique Farage. Faut rappeler aussi qu'en 2019 il y avait eu les élections européennes,
même en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et que c'était Nigel Farage qui avait eu le plus de suffrages, plus que le Labour, plus que les conservateurs. Donc il est quand même bien implanté dans la logique électorale anglaise, et ce serait absolument dingue qu'il réussisse à s'imposer lors de ces élections. Je pense qu'il a un coup à jouer qui est absolument énorme. Il est assez malin. Et qui pourrait, enfin, je veux dire, ça marquerait l'histoire totalement des institutions anglaises. Oui. Mais il faut surveiller ça, mais il faut surveiller. Et comme il est maintenant dans cette station de télévision, GB News, ouais. GB News, Great British News, qui est aussi mon copain Paul Marshall et tout. Tout à fait. Donc, il a maintenant une espèce de télévision à lui. Tout à fait, oui. Je regarde de temps en temps ses émissions. Effectivement, il a une émission d'1 heure dans laquelle il parle un peu de ce qu'il veut, quoi. Il invite des gens. Ça fait un peu penser à l'émission qui était sur Fox. Notre ami Tucker Carlson. Tucker Carlson, tout à fait. Il me fait un peu penser à Tucker Carlson, mais qui a déjà eu une profession politique avant. Donc, ouais, on peut espérer qu'il se lance. Ce serait dommage, je trouve, qu'il il va se lancer. Mais voilà, il faut espérer. D'ailleurs, son parti politique qu'il avait avant n'est pas le parti du Brexit n'est pas techniquement mort. Hein, il a juste transféré à quelqu'un d'autre. Donc, j'imagine qu'il y a encore des cadres, etc., qui attendent que ça. Pour aller se payer du conservateur. Voilà, exactement. Parce que les conservateurs, en fait, leur problème, c'est qu'ils sont pas conservateurs. En fait, ils sont devenus très servateurs et ils sont restés très cons. Oui, non, mais faut dire ce qui est. Je veux dire, la politique de Rishi Sunak, même de Boris Johnson, etc., n'a absolument rien à envier à la politique du Labour des années 2000, en fait. Non, mais en même temps, c'est du comment elle s'appelle, Van der Leyen, quoi. Enfin, c'est le même genre de truc. Sunak, c'est un des enfants chéris de Davos. Oui, absolument. C'est un pur produit de Davos. C'est des promesses bien dures pendant la campagne, et puis ensuite on abandonne tout ça. On en avait déjà parlé dans ces émissions, hein, les histoires avec le Rwanda, avec la dénonciation de la CEDH, etc. Évidemment, il n'y a rien de nu de tout ça. Et puis aujourd'hui, la Grande-Bretagne pète des records d'immigration comme c'est pas permis, quoi. Donc, évidemment, ça c'est sûr. Les gens qui ont voté pour le Brexit, déjà ils voulaient pas, ils l'ont fait parce qu'ils étaient un peu méfiants des ouvriers polonais. Vous imaginez que si ils reçoivent 600 000 Pakistanais par an, ils sont pas hyper contents non plus, quoi. Donc voilà, quelque part il faut souhaiter absolument la défaite du Parti conservateur anglais cette année. Il faut souhaiter que Nigel Farage se relance en politique, parce qu'il a une occasion énorme de marquer l'histoire anglaise C'est grâce à lui que l'Angleterre est sortie de... C'est totalement grâce à lui que c'est lui qui a déclenché la nécessité du référendum. Hein. Complètement. Et tous ceux qui ont voulu se faire élire après cette histoire de Brexit, ont repris totalement la méthode Farage pour le faire, en l'occurrence Boris Johnson, et c'est lui qui a raflé un des plus beaux scores de toute l'histoire du Parti conservateur. Donc ensuite, le problème, c'est qu'il n'a pas transformé l'essai dans l'exercice du pouvoir, mais non, pas du tout. La formule de base était très bonne dans l'idée. Ensuite, ce week-end, il y a eu une attaque au couteau et au marteau à la gare de Lyon. Alors, le type qui s'en est rendu coupable, semblerait-il, est un Malien qui n'aime pas beaucoup la France. Et il est très populaire sur TikTok parce qu'il a fait des vidéos dans lesquelles il raconte qu'il n'aime pas du tout, qu'il déteste profondément la France et les Français à cause de la colonisation, de tout ça. Il a dit d'ailleurs que il était venu en France pour accomplir un acte de ce genre, et comme à leur habitude, beaucoup de journalistes ont directement fait un lien avec des problèmes psychiatriques, etc. Alors, tout d'abord... je suis d'accord. Attendez, il faut bien sûr quelqu'un qui n'aime pas la France et qui est certainement malade mentalement. Parce que je connais personne de normal qui n'aime pas la France, quoi. Je veux dire, la plupart des gens adorent ce pays, on y bouffe bien, les femmes sont jolies.
Donc je sais pas exactement qu'il faut être complètement cinglé pour pas aimer la France. Bon, ce point étant acquis, il est sans doute complètement cinglé. Mais comme il a été sur le net toute la journée en train d'expliquer qu'il allait venir en France et qu'il allait tuer des Français, il me semble que quand il a passé la frontière, je sais pas quoi, il aurait peut-être pu y avoir quelqu'un qui regarde le net au ministère de l'Intérieur pour voir les gars qui sont particulièrement cinglés. Ça ne doit pas être tellement difficile à filtrer. Vous mettez quelques filtres, je déteste la France, et puis vous voyez arriver tous les trucs de ces gars-là. Et puis ensuite vous les repérez, et puis vous dites aux flics, vous me l'amenez en asile tout de suite. Mais non, c'est pas du tout ce qu'on a fait, puisque chaque fois que quelqu'un nous dit, pour des raisons que je viens d'expliquer d'ailleurs, dès que quelqu'un nous dit qu'on n'aime pas la France, immédiatement tous les journalistes disent il est fou. C'est pas de sa faute, il est fou. Donc si vous voulez, c'est quand même curieux de voir que ce type vous dit tranquillement qu'il vous déteste, et qu'intellectuellement vous dites vous n'êtes pas bien normal, on peut pas me détester. Ça va pas chez vous, c'est que si vous me donc c'est inouï d'avoir des gens qui vous déclarent la guerre et qu'on le regarde avec commisération en disant vous pensez pas ce que vous dites, hein, Ouais. Vous trouvez pas ça curieux si, bien sûr. Pas prendre, quand le type vous dit je vais vous casser la gueule, on les prend pas au sérieux. Alors, on dit mais non, vous n'allez pas me casser la gueule quoi. Et puis on se retrouve comme avec Charlie Hebdo, mon copain Bernard Maris s'était fait tuer à force de pas les prendre au sérieux. Il vous tue. Ouais. Oui, littéralement, c'est ce qui arrive. Alors, fort heureusement... il y avait un autre qui était là, qui était au lieu issu de l'immigration, d'ailleurs, qui était un grand costaud de 106 kilos, qui a réussi à l'arrêter, qui était un gardien de sécurité. Oui, tout à fait. Et on revient au début de cette conversation, c'est-à-dire que... je suis sûr que ce monsieur au El Salvador, il aurait fait quelques trucs en disant qu'il n'aimait pas les Salvadoriens. Il aurait été rejoindre ses copains dans les prisons tout de suite, et on en aurait plus entendu parler, quoi. Ouais, parce qu'il avait quand même 44 000 abonnés sur TikTok, donc une certaine visibilité. Et alors, du coup, faut dire aussi, Mais je voudrais bien savoir qui sont ces 44 000, moi. Alors, moi aussi, j'ai très envie de savoir. Moi aussi, je veux des noms, et j'imagine qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui sont en France. Donc, je voudrais savoir exactement quel est le gars qui écoute avec plaisir des déclarations d'un gars qui vous dit je vais vous couper la gorge, je vous déteste les Français, cette vérité des ordures, etc. 44 000 mecs, je pensais pas qu'il y en avait autant, quoi. Ouais, non, c'est sûr, ça fait beaucoup. Alors peut-être qu'il y en avait qui le suivaient par pur... Mais pourquoi je sais pas, par pur... pour essayer de voir ce qu'il raconte, mais enfin... C'était pas très varié, hein. Ça me paraît complètement dingue. Et alors, on voit quand même que le mec est totalement idiot. Enfin, il manque clairement d'intelligence. Ça se voit dans la manière dont il s'exprime, etc. C'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'il a un trouble psychiatrique. Mais enfin, il est quand même cohérent dans sa démarche. C'est-à-dire qu'il déteste la France, il déteste les Français. Et il a voulu attaquer la France. Il est arrivé d'Italie où il avait un titre de transport pour attaquer des gens dans la gare dans laquelle il est arrivé. Tout à fait. Donc il a quand même de la suite dans les idées, hein. Ah oui, c'est sûr. Donc on peut pas dire non plus que c'est totalement un malade mental. Il a un discours politique et ce discours politique a mené à cette action. De ce point de vue, c'est totalement cohérent. Il n'y a pas de, selon moi, de trouble psychiatrique dans le fait de commettre cette action qui est totalement cohérente avec ce qu'il raconte. Mais ce que je trouve intéressant, même dans le fait de déclarer qu'il a des problèmes psychiatriques. Mais dès qu'il y en a un qui est arrêté, elle a des problèmes psychiatriques. Oui, et puis vous noterez quand même que visiblement il y a un lien entre immigration et troubles psychiatriques, parce que quand même. Ou alors les musulmans aussi. Oui, alors il est musulman maintenant. Il n'y a pas il semblerait qu'il n'y a pas de lien entre sa foi religieuse et ce qu'il a commis. Mais enfin, je note quand même. Parce que j'avais trouvé, j'ai lu un article de H16 qui est un gros libéral. Il y a longtemps, j'avais longtemps que j'ai pas lu des trucs de lui. Il a sorti un article là-dessus. Ce pays est foutu. Il a terminé tous ses chroniques, ce pays est foutu, mais ça fait 10 ans, quoi. Ah oui, non mais justement, il est très marrant. Et il a du coup sorti un article sur son blog qui dit, je crois le titre c'est La folie à bon dos, il me semble. Et donc il évoque le rôle de la folie dans l'explication de cette attaque à la gare de Lyon. Et en fait, il sort quelques chiffres. Alors déjà, il faut savoir que nous avons des milliers de titres de séjour en France qui sont délivrés pour des raisons médicales psychiatriques.
Donc on nous dit les hôpitaux psychiatriques sont pleins, voilà, c'est soit faut en construire d'autres, soit je sais pas, on nous dit faut mettre des milliards dans le secteur de la psychiatrie, mais pendant que les hôpitaux sont pleins, on en reçoit encore des milliers, donc qui sont délivrés à ce titre spécifique. Et H16 nous dit aussi qu'il y a une étude que je n'avais pas vue de 2020 qui montrait que sur 3000 migrants issus de pays hors de l'Union européenne, 36% d'entre eux déclaraient un trouble psychique. Donc c'est-à-dire que on nous raconte à chaque fois que lorsqu'il y a ce genre d'action, on nous dit vous inquiétez pas, c'est juste un malade mental, etc. Bon, déjà on a envie de dire vous inquiétez pas. Bon, enfin, il y en a pas mal des malades mentaux visiblement dans ce pays. Et c'est fait pour gommer le lien éventuel que vous pouvez faire entre l'immigration et la criminalité. Sauf que force est de constater, à la lecture de cet article, qu'on peut faire éventuellement un lien entre immigration et troubles psychiques, psychiatriques. Parce que, et on imagine qu'il y en a encore plus chez les clandestins. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple, à mon avis, fondamental pour comprendre ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a un discours, politique qui mène à cette action. Ça m'intéresse énormément, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une fois qu'on les a laissés rentrer, ils sont tous cinglés. Enfin, il y en a un tiers qui est cinglé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qu'on fait, moi. Vous êtes en train de me donner une bonne raison d'être désespéré, mais vous ne donnez aucune raison de comprendre quoi que ce soit. Ouais. Bah, peut-être éventuellement, dans un premier temps, on n'a qu'à dire que nous, notre secteur de la psychiatrie, il est totalement plein et que par conséquent, on ne peut pas s'occuper de personnes supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a déjà suffisamment de malades mentaux chez nous pour ne pas prendre... Mais s'ils sont chez nous, on ne va pas les renvoyer. Ah bah, ça, après, c'est à nous de voir. Est-ce que... Non, on ne peut pas. Vous avez vu, pour envoyer les gens, on a un budget, je crois, de 90 millions et le budget pour les accueillir, les fous, c'est 900 millions. Donc il faut dépenser le budget de 900 millions, on n'en a pas assez pour les virer. Alors, ça c'est sûr, oui, bah on n'a pas assez de budget, oui, il faut le dépenser, vous voyez. Oui. Donc non, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est tout ce que vous dites, ça on le sait. Le problème, c'est qu'on n'a pas le problème, la solution qu'on avait au Salvador, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend les décisions de mettre les gars comme ça en tôle. Donc c'est très intéressant, mais je vois pas à quoi ça nous amène de dire on reçoit plein de cinglés chez nous. On le sait. Mais si on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à se lamenter? Non, bah justement, il faut se donner les conditions pour tenter de les renvoyer chez eux. J'entends bien, mais je trouve qu'il y a un côté, tous les gens qui rentrent chez nous sont fous, donc on doit laisser rentrer personne, et ça me gêne. C'est pas du tout que je vous envahis, c'est pas ce que je veux dire. C'est moi, je n'aime pas ce genre de discours où on dit il y a des fous qui rentrent. Oui, il y a des fous qui rentrent, oui. Donc, où on laisse rentrer personne. Il y a quelque chose, il y a une espèce de discours d'exclusion là qui me gêne. Je vous le dis franchement. D'accord. Voilà. Je vois pas. C'est une information intéressante, mais je vois pas où elle nous amène. Bah, elle nous amène à une espèce de rancœur et on n'est pas content. Oui, mais ça me plaît pas. Oui, bah je peux comprendre. Non mais c'est sûr, c'est le genre d'information. On lit ça, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en plus de ça, nous, on est quand même, on est une civilisation quand même assez humaniste et on n'a pas non plus envie de juste laisser ces gens dans la nature. Et c'est sûr, on peut se dire par humanité, bah même s'ils sont dangereux et qu'ils ont des troubles psychiatriques, on n'a pas nécessairement envie de les renvoyer chez eux en se disant voilà, le plus simple, ce serait simplement qu'on mette la marine française avec la marine italienne pour les empêcher de traverser la Méditerranée. C'est sûr, ce serait plus efficace que de subventionner des ONG pour qu'elles achètent des bateaux pour faire venir des migrants. Ça, c'est donc sûr. Il faut mettre les patrons des ONG en prison, puis c'est tout. Ouais. Et peut-être aussi ouvrir couler leur bateau. De nouveau. Non, couler leur bateau quand il n'y a personne dedans. On attrape le bateau, on les redémarque en Afrique, on prend le bateau et on le coule. Et on recommence ça jusqu'à ce qu'ils aient plus d'argent pour acheter des bateaux. Ouais. Ça serait peut-être... Non, mais ce que je veux dire, voilà, tout ça, c'est des problèmes qui n'en sont pas, parce que dès qu'il y a une volonté politique, ils disparaissent. Ouais. Donc, ça sert à rien de se lamenter. Ou on a la volonté politique, ou on l'a pas. Si on l'a pas, ben, on se lamente pas, on passe à autre chose. Ah non, bien sûr. Non, mais il faut pas se lamenter. Il faut juste voir l'état des lieux, l'état des faits. Mais l'état des lieux, on l'a fait, ça fait 40 ans qu'on fait le même état des lieux et qu'on fait aucun progrès. Donc, ah oui, non, mais je sais. Non, mais moi aussi, je suis désespéré. Voilà. Mais enfin, il faut quand même espérer...
C'est tout le principe. C'est ce pourquoi on a fait cette émission il y a 1 ou 2 semaines sur les élections européennes. C'est parce que virer ces gars là. Voilà, il faut espérer autant que possible d'avoir une véritable une réponse européenne, ou au moins laisser les pays faire une réponse nationale. On n'aura pas de réponse européenne. Mais à minima, en tout cas, laisser les pays membres de l'Union européenne faire régler leurs frontières sans qu'ils se prennent des amendes de partout, quoi. On ne respecte pas les amendes. On sort de l'Europe et on ne respecte pas leurs amendes, on n'a rien à foutre. Ils n'ont aucune souveraineté sur nous. Je ne reconnais à personne le droit de foutre une amende à la France. À personne. Oui. Et je ne le reconnaîtrai jamais. Mais encore une fois, c'est une question de volonté politique. C'est une question de souveraineté. Ouais. Mais forcément, comme nos dirigeants n'en veulent pas, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, encore une fois, une attaque. Bon, fort heureusement, il faut dire, il n'y a pas eu de victimes décédées. Il faut quand même se réjouir. Parce que la dernière fois, pour l'attaque du pont de Bir Hakeim, malheureusement, il y avait eu un mort. Mais là, c'est pas le cas, donc c'est déjà un motif pour se réjouir. Bon, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres infos particulièrement intéressantes, j'ai trouvé cette semaine. Non, mais pour moi, si vous voulez, ce qui est curieux, c'est ce que je lis dans les journaux, etc. Vous avez, par exemple, le Premier ministre qui dit qu'en aucun cas, il ne permettra que la souveraineté française soit attaquée, ni la souveraineté européenne. Ouais, c'est contradictoire dans les termes. Et je me dis, mais ces types sont fous. On ne peut pas être 2 fois souverain, ou l'Europe est souveraine, ou la France est souveraine. Ouais. Et donc, quiconque parle de souveraineté européenne dénie à la souveraineté française le droit d'exister. Et s'il y a 2 souverainetés, il y en a automatiquement l'une des 2 qui est supérieure à l'autre. Ouais. Faute de quoi, l'autre n'a pas lieu d'exister. Donc, je continue à dire ce que je dis depuis un certain temps, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation qui me rappelle exactement les grandes pièces de Ionesco ou de... Vous savez, où vous avez des gens qui parlent, ça m'avait frappé, c'était dans le Rhinocéros, je crois, des gens qui parlent et des gens qui leur répondent à côté, des discours très sérieux, et qui n'ont aucun rapport. C'est-à-dire que tous ces gens-là parlent... Ils utilisent des mots, ils font des discours, comme le ministre actuel qui me parle de souveraineté française et européenne. Puis à côté, vous avez une Madame Le Pen qui va faire un autre discours, mais il n'y a pas de point d'accroche, ou bien le FFI qui fera un autre discours qui n'a pas de point d'accroche non plus. Et ils sont tous en train de parler de trucs sans jamais aucun lien avec la réalité. Et donc ils parlent tous dans une espèce de monde éthéré, du sexe des anges, pendant que les Turcs sont en train de grimper sur les murs de Constantinople. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire d'avoir une classe dirigeante qui est aussi loin de la réalité pour ne même pas trouver les mots pour expliquer aux gens ce qui se passe. Pour moi, je suis absolument bluffé de cette incapacité qu'ont les gens à exprimer le réel. Oui, ça me laisse pantois. Je comprends pas ce qu'il... Au contraire, c'est aujourd'hui la discipline en politique, surtout pour ceux qui sortent, surtout pour les macronistes, hein, parce que c'est ceux qui veulent au final faire le moins de politique. C'est ceux qui veulent faire la politique des autres, donc par définition pas la leur. Et ils sont obligés de faire des phrases qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter 2 souverainetés à la fois, comme vous l'avez dit. Il y a soit une souveraineté française, soit une souveraineté européenne. Il y en a forcément un qui gagne au profit de l'autre. Les 2 ne peuvent pas être gagnantes en même temps. C'est comme il ne peut pas y avoir un Parlement français et un Parlement européen. Si vous voulez, ça n'est pas possible. Puisqu'il y en a un des 2 qui doit être supérieur à l'autre. Oui, forcément. Et donc, un Parlement européen, c'est cet animal de Giscard d'Estaing qui l'avait créé, c'était une hérésie constitutionnelle de créer un Parlement européen. Comme il ne peut pas y avoir le Conseil constitutionnel qui peut retoquer des décisions prises par le Parlement français parce qu'il manque un point-virgule ou je ne sais pas quoi. Tout à fait. Dans la Constitution de la 5e,
Le Conseil constitutionnel n'a aucun pouvoir, si c'est de voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe dans le texte. C'est à peu près ça. Oui. Donc vous avez une série de gens qui s'arrogent des pouvoirs. Le Conseil d'État est devenu un repère de gauchistes. Donc qui s'arrogent des pouvoirs alors qu'ils n'exercent pas le pouvoir qui leur a été confié. Et vous avez une espèce de distance entre ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils font. Ils m'expliquent qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, mais qu'ils font ce qu'ils font en ce moment, parce qu'ils sont bonnes personnes et tout, mais j'en ai rien à foutre. Et donc, plus personne ne fait son boulot, et tout le monde veut faire le boulot d'à côté, quoi. Et on se retrouve dans un système qui ne marche pas du tout. Et les Français comprennent rien. Et systématiquement justifié pour des mauvaises raisons, parce qu'on nous dit que heureusement qu'en France il y a un Conseil constitutionnel parce que c'est dans une démocratie. C'est une série de crapules. La France a été une démocratie avant l'existence du Conseil constitutionnel. En Suisse, il n'y a pas de Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel français, il ne faut pas se tromper, ça s'appelle le peuple. Il n'y a pas de Conseil constitutionnel en France. Personne n'a le droit de dire au peuple, tu n'as pas le droit de voter ci ou tu n'as pas le droit de voter ça. Donc je crois qu'on va en rester là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans cette espèce d'extraordinaire confusion du langage qui fait que plus personne ne comprend rien à rien. Y compris ceux qui sont au pouvoir et surtout ceux qui sont au pouvoir. Les mots ne veulent plus rien dire. Oui, j'ai l'impression qu'il y a en politique une discipline qui consiste à dire un maximum de mots qui signifient un minimum de choses. Oui, mais en même temps, comment peut-on être homme politique et se donner un mal de chien? Regardez, Macron, je veux pas en dire, c'est trop facile d'en dire du mal, mais bon, il choisit un nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre va faire une déclaration de politique générale à la Chambre, ce qui est un exercice intéressant. Pendant une heure et demie, il explique ce qu'il va faire. Tout à fait. Macron, une semaine avant, fait une conférence de presse que personne n'avait jamais fait depuis De Gaulle pour expliquer, c'est pour emmerder l'autre qui va faire sa déclaration une semaine après, pour lui voler la vedette. Oui, tout à fait. Mais vous vous rendez compte, c'est des trucs d'histoire de voleurs de billes dans la cour de création. C'est une connerie qui dépasse l'entendement. À la place de mettre en valeur le nouveau Premier ministre, il essaye de le scier aux pattes, à peine il l'a mis là. Mais ce sont des corneaux. Il respecte même pas la fonction de Premier ministre. Oui, absolument. Qu'il a nommé lui-même. Oui. Mais vous vous rendez compte le degré de la bêtise auquel on est arrivé? Oui, mais tout à fait. Mais c'est effrayant. Aujourd'hui, je me demande encore comment des gens peuvent encore accepter d'être Premier ministre, parce que je veux dire, c'est le poste le moins intéressant. Il a 33 ans. Hein. Le prochain, il aura 12 ans. Non, mais où ça sera Bayrou? Bayrou, a priori, pressenti pour l'éducation nationale pour le moment. Oh je le sais, quand il était à l'éducation nationale, il est resté pendant 2 mandatures, je sais plus quoi. Il joue au ping-pong dans la cour parce que le syndicat lui interdisait d'être au courant de quoi que ce soit. Quoi. Donc, d'accord. Il joue au ping-pong dans le... C'est ce qu'on me l'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai. Donc voilà, un homme compétent. Bon, voilà, je me suis énervé un petit peu, mais parce que, si vous voulez, il faut éviter que nous ne tombions dans le danger de dire des mots qui, non pas qui n'ont pas de sens, mais qui inquiètent, qui abîment et qui n'apportent pas de solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire expliquer que l'immigration, c'est pas bien, je suis d'accord, mais une fois qu'on l'a dit, voilà, c'est fait, passons à autre chose, parce que ça n'est pas le message que les Français ont envie d'entendre. Pour moi, il faut que nos mots aient tous un sens et qu'ils amènent quelque part. Si nos mots n'amènent pas quelque part, c'est pas la peine de le dire. Oui, ce que je veux dire. Bien sûr. Mais c'est pas du tout une critique, c'est simplement une remarque. C'est que je me dis, il y a tellement de gens qui s'en vont là ce matin et qui font rien. Au moins que nos mots veuillent dire quelque chose. Bien sûr, non mais je suis systématiquement très frustré de me répéter, de faire toujours les mêmes constats, les mêmes analyses et de voir que rien ne change. Bien sûr, c'est très frustrant parce qu'on se dit j'avais raison il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je continue d'avoir raison et absolument rien n'est fait. Donc en plus de ça nourrit une forme de frustration. Ça nourrit une forme de rancœur. Oui, non, mais bien sûr. Et de cynisme. Et il faut absolument éviter de tomber là-dedans. De nourrir le cynisme. Je suis absolument d'accord. Donc bien sûr, oui, il faut. Quand je cite ces chiffres-là, c'est juste pour donner un état des lieux du réel et bien sûr de dire on doit faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire. Et bien sûr, ça participe au problème. Il faut partir du principe, c'est qu'on ne fera rien tant que cette classe sera au pouvoir.
Donc, Oui, ça sert à rien. clair. La seule chose qu'il faut dire, c'est il faut les virer, Ouais. il faut les virer, il faut les virer. C'est comme à Rome, il y avait un Caton l'Ancien qui disait Carthago delendaes, il faut détruire Carthage. Chaque fois qu'on lui posait une question, la seule chose qu'il répondait, c'est il faut détruire Carthage. Parce que c'était le danger. Et puis ils ont détruit Carthage et ils sont passés à autre chose. Donc pour l'instant, il faut détruire cette classe. C'est le seul objectif qu'il faut avoir. Et tout le reste, c'est des paroles verbales. Et je sais qu'ils en font des paroles verbales. Je suis d'accord. Nous concluons cette émission donc là-dessus. Il Merci faut les beaucoup. dégager. Comme d'habitude, je vous remercie bien sûr pour votre attention lors de cette émission. Je vous recommande aussi de vous abonner à la chaîne. On est quasiment à 300 000 abonnés. Ouais, on va y arriver. On va y arriver. Et puis dès qu'on y sera, bah, je vous dirai c'est bien les gars, mais il faut aller à 400 000. Oui. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On Hein. ne sait pas pourquoi, mais c'est un objectif to the moon. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, bien sûr, nous sommes. Ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast également. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Vous nous trouverez partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Institut des Libertés. Merci à vous, merci à Charles, merci à tout le monde. Merci mille fois.